Le président Idriss Déby Itno est en Israël. Il y est depuis le 25 novembre 2018. C'est la première visite d'un chef d'État tchadien dans ce pays après plus de 4 décennies de rupture des relations diplomatiques. Selon les services du Premier ministre, les relations entre Israël et le Tchad étaient rompues depuis 1972. Idriss Déby a donc rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et qui a qualifié sa visite d'historique. La coopération entre les deux pays allait porter notamment sur la lutte contre le terrorisme, un objectif commun à Israël, d'après Benjamin Netanyahou. Le président tchadien a précisé lors d'une conférence de presse commune que la perspective de reprise des relations diplomatiques n'occulte pas le problème palestinien, car le Tchad est profondément attaché au processus de paix entre Israël et la Palestine. Il a également fait savoir qu'il est pour un renforcement de la coopération sécuritaire, mais pas d'échange d'ambassadeurs pour le moment. Pour faire face à des rébellions dans le nord et l'est du pays, Israël fournit du matériel militaire à l'armée et à l'agence de renseignement tchadien confrontée à des mouvements rebelles et aux islamites de Boko Haram. Ça a été également un point essentiel lors de cette conférence de presse, un point qui, selon le Premier ministre, fait savoir qu'Israël revient en Afrique et que l'Afrique revient en Israël. Le Tchad est l'un des pays africains engagés dans la lutte contre Boko Haram et l'organisation djihadiste État islamique en Afrique de l'Ouest. À ce titre, il a également reçu des États-Unis il y a quelques semaines des véhicules et navires militaires d'une valeur d'1,3 million de dollars. Le président de la République française, Emmanuel Macron, a annoncé vendredi dernier la restitution de 26 œuvres d'art au Bénin. Composées de statues royales, de trônes et de portes exposées au musée du Quai Branly à Paris, elles avaient été prises comme butin de guerre par les colons lors de la conquête de l'Empire du Dahomey à la fin du 19e siècle. Pour le gouvernement béninois, ce geste historique du président Macron est à saluer au vu de la charge mémorielle de cette restitution pour l'histoire du Bénin en particulier et l'Afrique en général. En effet, selon des experts, plus de 80% du patrimoine africain se trouve aujourd'hui hors du continent et les collections publiques françaises regroupent à elles seules plus de 90 000 objets originaires d'Afrique subsaharienne. Côté français, cette restitution divise profondément les milieux intellectuels et artistiques. Dans une tribune publiée samedi dernier dans le journal Le Figaro, l'ancien ministre de la Culture Jean-Jacques Ayagon s'est dit inquiet de voir les collections africaines disparaître des musées français. Certains s'interrogent aussi sur les conditions de conservation de ces œuvres, quand on sait selon eux le manque de musées en Afrique. Des arguments qui sont balayés d'un revers de main par le président du comité béninois pour le retour des biens culturels Noureini Tidjani Serpos, qui annonce la construction et la réhabilitation de plusieurs musées au Bénin, notamment celui d'Abomey, inscrit au patrimoine de l'UNESCO depuis 1985. C'est parti déjà pour 30 jours de la campagne électorale pour les 3 scrutins présidentiels, législatifs et provinciaux en République démocratique du Congo. Le coup d'envoi a été donné par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Seni Corneille Nangaa. C'était au Palais du Peuple au cours d'une réunion du comité de liaison entre la CENI, les partis et les regroupements politiques le mercredi 21 novembre dernier. Le numéro 1 de la centrale électorale a rappelé l'irréversibilité de la tenue des élections le 23 décembre en invitant les 21 candidats à la présidentielle, les 15 355 candidats aux législatives et les 19 640 candidats aux législatives provinciales à la retenue, la courtoisie, l'exploitation unique des liens autorisés pour les affiches des banderoles et des autres outils de campagne. Pendant ce temps, le président de la République, Joseph Kabila, donnait des orientations précises aux membres du FCC, plateforme électorale dont il est l'autorité morale qui représente Ramazani Shadari à la présidentielle. Joseph Kabila a exhorté les membres du comité stratégique et les différents chefs de regroupement politique de son camp à respecter les 3 lignes maîtresses de ses orientations, notamment les bilans, l'humilité et la vision.
Ce samedi 24 novembre 2018, l'héritier désigné du président Kabila, Emmanuel Ramazani Shadari, a lancé sa campagne électorale en assistant à une messe d'action de grâce dans la cathédrale de Kinshasa à 4 semaines d'élections présidentielles. Du côté de l'opposition, les cas de Martin Fayoulou se dit serré malgré l'annonce vendredi dernier d'une alliance entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi à la présidentielle. Kamerhe se retire de la course au profit de Félix qui a accepté un retour de le nommer Premier ministre en cas de victoire. Les deux hommes avaient accepté à Genève de soutenir Martin Fayoulou comme candidat unique de l'opposition avant de revenir sur leur engagement quelques heures plus tard. Pour Adolphe Muzito, ancien premier ministre qui a rejoint l'opposition et soutient Martin Fayoulou, la manœuvre de Vital Kamerhe et Félix ne fera rien. Fayoulou reste le mieux placé pour représenter l'opposition, ajoute-t-il. Il y a lieu de se poser la question, est-ce que les candidats de la coalition Lamuka aura-t-il la chance de remporter les élections malgré la géopolitique qui place Fayoulou bien accueilli dans l'Ouest tout entier avec Jean-Pierre Bemba, Adolphe Muzito, Freddy Matungu et à l'Est par Moïse Katumbi. Quel sera le sort de l'accord de Nairobi dont Kamerhe semblerait perdre la confiance de son électorat majoritairement basé à l'Est du pays? Qu'en est-il pour Félix Tshisekedi, considéré d'avoir moins d'expérience politique? Cette manière dispersée avec laquelle les opposants vont aux élections, peut-on dire que c'est une passe en or qu'il donne au dauphin de Kabila, Emmanuel Ramazani Shadari? Ouais, ainsi disent les Anglais. Charles Blé Goudé, à cette occasion, comme en d'autres, aura encore une fois veillé à appeler les uns et les autres à la non-violence. Le procès conjoint Laurent Gbagbo Blé Goudé, ce jeudi 22 novembre 2018, était le dernier jour de la prise de parole des avocats de la défense. La requête de la défense pour la déclaration orale du ministre Charles Blé Goudé a été refusée par les juges à la majorité pour cause de non-prestation de serment. Une décision qui a laissé les militants du COJEP sur leur faim, car ces derniers attendaient la déclaration de leur leader. Malheureusement, c'est très déçu que les partisans du COJEP, Congrès panafricain pour la justice et l'égalité, repartiront sans cette déclaration. Si vous suivez bien le procès, nous progressons. Nous partons de la culpabilité à la responsabilité. Après la responsabilité, ça sera bien entendu l'acquittement, parce que le dossier est vide. Nous avons bon espoir. On aurait souhaité l'entendre, ça fait toujours du bien de l'entendre. Mais moi, je pense que ils ont empêché Charles Blé Goudé de s'exprimer encore une fois de plus, mais ils n'empêcheront pas la vérité d'éclater. Et pour nous, la vérité, c'est l'essentiel. Il faut que la vérité soit sue, tout simplement. Et à ce niveau-là, nous sommes très sereins parce que nous savons que nous avons la vérité avec nous. Et la vérité, elle est divine. Nous avons Dieu avec nous. Ce pays, elle a un grand nom pour rien. Ce pays est nul. Parce que même au village, là, quand il y a des palabres entre deux personnes, mais les deux personnes les écoutent. Mais on n'écoute pas une seule partie. Et jusque-là, ça fait déjà bientôt combien d'années nous sommes dans ça? On ne peut pas, moi, en tout cas, moi, mon propre sens, les Ivoiriens, je sais qu'ils tout le monde pense comme moi. Là, ce pays est nul. Ça, il faut le dire. Il ne faut pas qu'on se voit le visage ici. Mais on voulait quand même entendre notre ministre, notre Charles Blé Goudé, notre président, l'entendre parler, se défendre devant la nation ivoirienne, le monde entier même, je dirais. Hein? Mais pourquoi l'empêcher de parler? Si toi, Bensouda, tu sais que tu accuses quelqu'un, il faut laisser le temps de se défendre. Mais si elle n'a pas voulu, c'est parce qu'elle s'est déjà vaincue auparavant. C'est tout. Tout le problème est là, il n'y a rien d'autre. C'est regrettable parce que nous étions ici venus pour entendre la vérité, s'exprimer. Et voilà que la CPI et son procureur nous empêchent de pouvoir prendre la parole. Vous savez, quels que soient les cours de justice qui peuvent exister dans le monde, l'accusé a le droit de pouvoir être d'abord responsable de sa défense avant que l'intervention de tous ces juges et de tous ces avocats puisse intervenir. Il a le devoir, il a le droit de prendre lui-même sa défense. Et ça a été interdit aujourd'hui, ça a été empêché aujourd'hui seulement parce qu'on veut empêcher la vérité de s'exprimer. La Chambre dispose d'éléments nécessaires pour se prononcer sur la procédure d'acquittement des deux prisonniers, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, selon le juge président. À lui de conclure en disant que la décision d'acquittement ou non sera prononcée dans un bref délai.
Dans le cadre de ces multiples activités visant l'émancipation de ses membres, le Rassemblement des jeunes maliens du Gabon a procédé ce 24 novembre à son siège à Libreville à l'inauguration du centre de formation en coiffure pour femmes. Cela rentre dans le cadre de l'occupation rationnelle de la jeune fille malienne au Gabon, de la mise en place de ce haut lieu de formation gratuite qui viendra combler un déficit décrié ici par le président de cette association, M. Méré Mamadou Diawara, qui fonde beaucoup d'espoir. Il est très évident qu'un jeune sans formation est comparable à un bateau sans boussole. Nous avons initié ce programme de formation afin de permettre à nos jeunes compatriotes de développer des qualifications professionnelles qui visent à garantir leur émancipation. Sur ce, Madame, Messieurs, nous espérons que les bénéficiaires de ces formations nous présenteront le résultat positif et nous leur souhaiterons de plein de succès. Vive LGMG, vive le Mali, je vous remercie. La formatrice de ces futurs professionnels de la coiffure, Madame Diakité Sadio, n'a pas manqué de souligner la principale motivation de cette initiative tout en déroulant le canevas de la formation ainsi que le timing. C'est pour apprendre les filles la coiffure. C'est la volonté. Il y a d'autres qui font jusqu'à 2 ans. Il y a d'autres à 6 mois. D'autres même 2 mois, ils comprennent déjà. Bon, ça dépend de la volonté de la personne. Si tu as la volonté du travail, tu apprends vite. En somme, ce centre de formation vient s'ajouter à la longue liste des œuvres caritatives mises en place de façon permanente par cette association dont le dynamisme et l'esprit de créativité ne sont plus à démontrer. Une autre manifestation des Gilets jaunes s'est déroulée le 24 novembre 2018 en France. Sur les près de 106 301 manifestants recensés dans le pays, environ 8 000 s'étaient rassemblés à Paris et 5 000 sur les Champs-Élysées. Une manifestation qui a fait naître de nombreuses incidences, telles que des barricades jetées sur la route, des feux et des jets de pierre. À l'opposé, la police lançait des gaz à lacrymogènes et des canons à eau sur ces agents de protestation contre les augmentations de la taxe sur les carburants et les réformes économiques du président français Emmanuel Macron. Selon lui, ces hausses de taxes qui ont entraîné à une augmentation des prix du diesel de 23% durant les 12 mois derniers sont considérées comme mesures anti-pollution. À l'issue de ces manifestations, on a compté ce samedi 8 blessés parmi lesquels 2 gendarmes. Par ailleurs, 35 interpellations ont été enregistrées et 22 gardes à vue. Néanmoins, il faut rappeler que le nombre de manifestants a réduit. Car, ils étaient ce samedi, comme nous l'avions mentionné plus haut, près de 106 301 contre les 282 510 enregistrés il y a de cela 2 semaines.